coûtent cher. Alors depuis 3 ans, l'État essaye de les supprimer pour les basculer sur Internet. Mais à chaque fois, il échoue. On vous raconte pourquoi. Supprimer tous ces documents, pour le gouvernement, c'est d'abord faire des économies. C'est écrit noir sur blanc dans ce rapport. La réforme permet d'importantes économies budgétaires, estimées à 150 millions d'euros pour l'année 2017. Mais faire disparaître ces papiers, ça déplaît beaucoup à ceux qui les impriment. À l'Assemblée nationale, le député David Habib est chargé de faire passer l'article de loi. En quelques semaines, il a reçu beaucoup de courriers des professionnels du papier, parfois très alarmistes. Nous craignons que l'article affaiblisse la démocratie et ait des conséquences économiques négatives. Des menaces qui laissent le député un peu perplexe. Ce lobby s'est exprimé sur cette question en évoquant les difficultés d'emploi. Or, moi, je constate qu'il n'y a pas des élections tous les ans et qu'il y a heureusement des imprimeries qui subsistent, même à l'absence de consultation électorale. Et c'est vrai, supprimer les tracts ne devrait pas mettre en péril les imprimeurs. Pour la dernière présidentielle, ils ont touché 40 millions d'euros. Une goutte d'eau comparée aux 9 milliards générés par le secteur chaque année. Pour autant, Serge Lafay, le patron d'un syndicat d'imprimeurs, s'est démené auprès des députés pour protéger son marché. Ce sont plutôt des entretiens de couloir. Il y a peut-être un peu de lobbying. Ils ont été briefés. J'ai pas l'impression qu'ils aient été briefés. Faut pas exagérer quand même. Au moment du vote à l'Assemblée nationale, le lobbying s'avère assez efficace. Les députés ont le même discours. La démocratie, elle a un prix. La démocratie, comme on dit, elle a un prix. Cette information a un coût. Oui, la démocratie, elle a un coût. On s'inquiète à juste titre de la hausse permanente de l'abstention. On a déjà beaucoup d'abstention. Des élus qui reprennent aussi les arguments développés dans les courriers des lobbies, comme celui de la fracture numérique qui touche les régions privées d'Internet. En effet, la fracture numérique. La fracture numérique. Et au final, c'est la France qui serait perdante. Résultat, c'est raté. Une majorité de députés vote contre. L'article est retoqué, comme il l'avait déjà été en 2013 et en 2014. On est quand même sur le 3e échec en 5 ans. 3e échec pour ce quinquennat. Donc c'est pas pour tout de suite. Vous le verrez, je le verrai. Bref, l'année prochaine, les petits papiers des candidats atterriront encore dans vos boîtes aux lettres. Et prenez le temps de les lire. La France est l'un des derniers pays en Europe où c'est l'État qui les paye et les envoie par la poste. Ambiance plutôt hivernale pour demain sur la moitié nord avec grisaille et fraîcheur, des conditions anticycloniques qui favorisent aussi la pollution. Alors pour ce soir, on retrouve cette grisaille des Hauts-de-France jusqu'au Massif central avec même quelques brouillards givrants sur le nord-est du pays. Soyez très prudents pour demain matin. Mais regardez donc toujours ces nuages bas, ces brumes et brouillards qu'on retrouve effectivement sur une large moitié nord jusqu'à la Gironde. Et puis en cours de journée, en cours d'après-midi, on aura de plus en plus d'éclaircies. Un soleil assez généreux sur la moitié sud et puis retour des éclaircies, certes assez timides, sur les Hauts-de-France et sur le nord de la Bretagne. En ce qui concerne les températures, regardez, donc c'est gelé. On a vraiment des gelées de l'Alsace jusqu'aux Pyrénées avec -2 pour Mulhouse, -2 également à Grenoble, 4 à Perpignan, 4 à Paris et 3 pour Brest. Pour les maximales, eh bien, elles sont en baisse, en tout cas sur la moitié nord. On reste globalement dans des températures de saison légèrement inférieures aux températures de saison avec 6 degrés à Paris, 8 à Lille, 8 à Brest, 12 à Perpignan et 16 degrés pour Ajaccio sur l'île de Beauté. Alors pour la suite, on voit ça dans le détail. Pour lundi, toujours ces nuages bas qu'on retrouve de la façade atlantique jusqu'à l'Alsace. Et puis, on a ce vent d'est qui va balayer un petit peu le ciel des Ardennes jusqu'au bassin parisien, ce qui veut dire qu'on aura un peu plus d'éclaircies. Un soleil assez généreux des Pyrénées jusqu'aux Alpes. Et puis, on a de l'instabilité qui se met en place sur le pourtour méditerranéen et sur la Corse. Et ce sera vrai encore une fois pour mardi, avec donc pas mal d'averses, de la neige, même sur les reliefs des Alpes du Sud, également sur les Pyrénées-Orientales. Et puis également pas mal d'averses sur la Corse avec beaucoup de vent sur le Cap Corse, des températures de 5 à 7 degrés. Je vous souhaite une excellente soirée. L'évacuation des habitants d'Alep-Est n'a toujours pas repris. Des milliers de personnes se trouvent dans le dernier quartier contrôlé par les rebelles, assiégé par le régime. Des négociations seraient toujours en cours entre ces rebelles, Damas, mais également des milices chiites. De nombreuses ONG appellent à reprendre rapidement ces évacuations. Ce nouvel appel à accepter les résultats de la présidentielle en Gambie, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest
annonce qu'elle fera tout pour faire reconnaître ce scrutin. Il est toujours contesté par le président sortant. Yahya Jammeh ne reconnaît pas sa défaite et appelle à un nouveau vote. Et puis les gardes à vue se poursuivent après 5 arrestations dans le Pays Basque français. Des personnes interpellées avec des armes et des munitions. Un coup de filet anti-ETA selon les autorités, mais pour leurs proches. Il s'agit d'une opération de destruction d'armes pour relancer les négociations. Des milliers de personnes ont manifesté en signe de soutien dans le Pays Basque ce samedi. Bienvenue sur France 24. En ce moment, plusieurs milliers de personnes passent une nouvelle nuit dans le froid, sans eau, nourriture ni électricité. Selon l'ONU, 40 000 civils seraient toujours bloqués dans Alep-Est. Le dernier quartier rebelle de la deuxième ville de Syrie est assiégé par l'armée. L'évacuation de l'enclave n'a pas repris depuis vendredi. Quel est le frein à cette reprise des évacuations? On voit cela avec notre correspondante dans la région, Marine Pradel. On a dépassé en fait le stade purement militaire pour entrer dans une phase de négociation politique. Et si les nombreux acteurs présents sur le front syrien arrivaient à s'accorder quand il s'agissait de stratégie militaire, de mouvements de troupes et d'offensives militaires, il semble que les choses soient plus compliquées quand il s'agit de négociations politiques. Il semble que ce soit d'ailleurs ce à quoi on est assisté hier dans le corridor de Ramoussé. Ramoussé, c'est cette zone par laquelle sortent les bus d'Alep-Est. Hier, un convoi a été arrêté et pris pour cible par des miliciens chiites. C'est en tout cas l'accusation que portent un certain nombre de sources d'opposition. Il y aurait des morts et des blessés. Une façon pour l'Iran, derrière ces milices chiites, de peser sur les négociations menées par les Turcs et les Russes et de mettre dans la balance le sort de Foua et Kefraya. Foua et Kefraya, ce sont ces deux villes à majorité chiite situées dans la province d'Idlib et assiégées par la rébellion. Alors le nouvel accord annoncé aujourd'hui conditionne la reprise de l'évacuation des civils d'Alep-Est à l'évacuation préalable des civils de ces deux villes de Foua et Kefraya. Alors à ce stade, on ne sait pas s'il s'agit d'une évacuation humanitaire pour évacuer des blessés, des malades, ou s'il s'agit d'évacuer la totalité des civils, auquel cas cela pourrait prendre des jours et ça pourrait prendre encore plus de temps, sachant que à cet accord a été ajouté le sort de deux autres villes, la ville de Madaya et la ville de Zabadani. Elles sont situées près de la frontière libanaise, elles sont assiégées par le gouvernement syrien. Et ce soir, on a eu l'information par une source sécuritaire syrienne que 25 bus se dirigeaient vers Foua et Kefraya pour évacuer les civils, mais on n'a aucune idée à ce stade de quand pourrait commencer cette évacuation, un délai qui risque d'aggraver encore considérablement la situation humanitaire et sanitaire dramatique dans laquelle sont plus de 40 000 personnes à Alep-Est. En bref, les forces de l'ordre à nouveau visées par un attentat en Turquie. Au moins 14 militaires ont été tués selon un dernier bilan. 56 autres personnes blessées ce samedi à Kayseri, c'est dans le centre de la Turquie. Une voiture piégée a explosé contre un autobus de l'armée. Une semaine après l'attentat qui a tué 44 policiers à Istanbul, le président Erdogan attribue également cette attaque aux activistes kurdes du PKK. En Afghanistan, travailler quand on est une femme peut vous coûter la vie. Ce samedi, dans le sud, 5 femmes employées par l'aéroport de Kandahar ont été tuées. Leur bus a été mitraillé par 3 hommes armés à moto. Chargés de la sécurité de l'aéroport, elles avaient reçu des menaces de mort. Et puis 7 mois après le crash d'un avion d'Égyptair en Méditerranée, l'Égypte annonce qu'elle va rendre les corps des victimes. 66 personnes sont mortes dans ce crash entre Paris et Le Caire, dont 40 Égyptiens et 15 Français. Les causes du crash ne sont toujours pas claires. Une seule boîte noire découverte révèle de la fumée à bord. Pour l'Égypte, il s'agit d'un attentat. La France reste sceptique sur cette thèse et privilégie une avarie. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'inquiète de la situation d'un de ses pays membres, la Gambie, à la tête du pays depuis 22 ans. Le président Yahya Jammeh ne veut toujours pas reconnaître sa défaite à la présidentielle du 1er décembre. Dans leur déclaration finale, les membres de cette CEDEAO annoncent qu'ils assisteront à l'investiture de son adversaire, Adama Barrow, dans un mois. Les précisions de notre correspondante dans la région, Sarah Sako. Les chefs d'État ouest-africains se rendront à Banjul le 19 janvier pour cette investiture.